Le monde du conseil financier, c'est un peu un parcours du combattant, vous ne trouvez pas? Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les obstacles que les pros doivent surmonter. On va parler des pièges psychologiques, des labyrinthes réglementaires, bref, de tout ce qu'il faut affronter pour faire ce métier correctement. Alors, regardez ce chiffre, 2,8 milliards d'euros. C'est énorme. C'est le poids économique chaque année de l'intermédiation financière en France. Mais attention, ce n'est pas juste un chiffre abstrait, non. Derrière, il y a plus de 45 000 professionnels. Et leur travail, c'est de guider des décisions absolument cruciales pour des millions de familles, des millions d'entreprises. Donc oui, l'enjeu, il est colossal. Alors face à ça, quel est le plus grand obstacle pour donner un bon conseil financier? Spontanément, on penserait au marché, l'économie qui fait du yo-yo. Mais en fait, la réalité, elle est souvent ailleurs, dans un endroit beaucoup plus inattendu. Et cet endroit, c'est l'esprit même du professionnel. Oui, tout à fait. Le plus grand obstacle, il est là. Le tout premier défi de ce parcours, et peut-être le plus redoutable, il est d'abord psychologique. Bon, cette bataille, elle commence donc de l'intérieur. La toute première épreuve de ce fameux parcours du combattant, c'est d'apprendre à naviguer sur un véritable terrain miné. Et ce terrain, c'est celui de nos propres biais cognitifs. Et là, on tombe sur un classique, le fameux effet Dunning-Kruger. C'est ce piège un peu pervers où, en gros, les personnes les moins compétentes sont souvent les plus sûres d'elles. Et dans le monde de la finance, cet excès de confiance, ce n'est vraiment pas anodin. Ça peut mener tout droit à des conseils complètement à côté de la plaque et faire prendre des risques énormes aux clients. Et regardez les chiffres, ils sont spectaculaires. Une étude a montré que 78% des pros qui ont moins de 2 ans de bouteille, ils se considèrent déjà comme des experts. 78%. Et en face, chez les vétérans, ceux qui ont plus de 10 ans de métier, ils ne sont que 34% à se sentir experts. C'est le grand paradoxe de l'expérience en fait. Plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait pas grand-chose. Ok, donc une fois que cette bataille de l'esprit est engagée, un deuxième obstacle se dresse sur la route. Et là, on part d'un véritable labyrinthe réglementaire. Chaque professionnel doit apprendre à s'y retrouver, non seulement pour travailler en toute légalité, mais surtout pour bien protéger ses clients. Pour faire simple, il y a 2 grandes familles de pros dans ce milieu. D'un côté, on a le courtier. Lui, il est indépendant. Son job, c'est de ratisser tout le marché pour trouver la meilleure offre. De l'autre, il y a le mandataire. Lui, il agit pour le compte d'une ou plusieurs banques précises. Le choix pour le client, au final, c'est ça. Est-ce qu'on privilégie un choix très large ou une expertise plus pointue sur certains produits? Mais qu'on soit courtier ou mandataire, peu importe le statut, la loi impose une mission qui est absolument fondamentale, protéger le client. Et ça va bien au-delà de la simple vente. Il s'agit de faire un check-up complet de la situation financière, de bien comprendre les besoins, pas juste pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, et surtout d'être hyper transparent sur tous les risques. C'est ça qui est important. C'est un devoir de conseil, pas un devoir de vente. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais que se passe-t-il quand ces devoirs fondamentaux ne sont pas respectés? Quand ça dérape? C'est là que le gendarme du secteur, la CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, entre en jeu. 45%. Retenez bien ce chiffre, il est essentiel. Pourquoi? Parce que près de la moitié des sanctions de la CPR ne sont pas liées à des fraudes super complexes ou des arnaques. Non, elles sont dues à des défaillances dans le contrôle interne. En clair, ça veut dire que le problème est souvent systémique. C'est un manque de rigueur, de supervision, au sein même des entreprises. Et ces sanctions, elles sont graduées, bien sûr. Comme on le voit sur cette analyse de 2024, ça commence par un simple avertissement, c'est le cas le plus fréquent. Ensuite, ça peut monter au blâme. Et pour les fautes les plus graves, on arrive à la sanction pécuniaire, à l'amende. La réponse est toujours proportionnée à la gravité de l'erreur. Mais parfois, la faute n'est plus seulement administrative, elle bascule dans le pénal. Et là, attention, la justice est très claire là-dessus. Un professionnel qui perçoit des frais de dossier directement de son client pour un crédit, c'est tout simplement illégal. Ça constitue une infraction pénale. Ça montre bien que la ligne rouge entre la simple faute professionnelle et le délit peut être franchie beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Allez, on avance. Le dernier grand obstacle de ce parcours, il n'est pas dans le présent, mais il se profile déjà à l'horizon. Il s'agit de réussir à s'adapter à une double révolution qui est déjà en marche. La révolution du numérique et celle de l'éthique. Cette route vers 2030, elle est déjà bien balisée. On a d'abord la réglementation qui évolue, avec de nouvelles directives sur les paiements qui arrivent dès 2025. Ensuite, bien sûr, la technologie. L'intelligence artificielle va devenir un outil standard, c'est une certitude. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la démographie. La fameuse génération Z arrive en masse sur le marché et ce sont des clients qui ont des attentes complètement différentes. Face à tous ces changements, juste cocher des cases sur une liste de conformité, ça ne va plus suffire du tout. La vraie transformation, le vrai défi, il est culturel. Ça doit venir d'en haut, avec une vision claire, incarnée par les dirigeants, avec des valeurs qui imprégnaient chaque décision.
L'objectif, ce n'est plus seulement d'être conforme, c'est d'être éthique. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond, la question finale. Dans ce monde financier qui bouge à toute vitesse, où se trouve la vraie clé de la confiance? Est-ce qu'elle est dans l'épaisseur du manuel de règles, dans la paperasse, ou est-ce qu'elle se trouve plutôt dans la culture, dans l'intégrité même des conseillers? La réponse qu'on apportera à cette question, eh bien, elle définira tout l'avenir de ce secteur.